Le tableau de l'US Open 2023 vient de tomber, c'est le banger de service volé, ma preview et mes pronostics justement pour ce dernier grand chelem de la saison et peut-être un duel au sommet, un duel mythique entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Je vous avoue, j'ai encore un peu la tête à Cincinnati, là on a vécu un match de zinzin, les tontons. Franchement, toujours pas vraiment digéré ce qui s'est passé. En tout cas, un match qui a vraiment scellé la rivalité entre Novak et Carlos, justement. On va en reparler dans cette vidéo. Alors, le plan de ce que vous allez voir sur ces 20-25 prochaines minutes, il est hyper simple. C'est mon topo hyper détaillé sur les 5 favoris de l'US Open 2023. Et puis, on jettera à la fin de la vidéo un coup d'œil sur le tableau. Cette vidéo est sponsorisée par les Winami de Winamax qui m'accompagnent sur les temps forts de la fin de saison 2023. On a les cotes qui sont tombées pour l'US Open et vous les voyez juste à ma droite. Elles sont, je trouve, plutôt logiques. On a un Novak Djokovic à 2,25, Carlos Alcaraz à 2,75, Medvedev vraiment décroché, mais devant, Yannick Sinner, vous le voyez, à 9, Sinner est à 13, et ensuite on a vraiment un gap, un gouffre. On va en parler justement d'ici quelques instants. On a le Z à 35, Rune à 40, et puis ensuite un Steph à 50. Et derrière, voilà, il y a des joueurs qui sont des lointains outsiders. Si vous souhaitez parier sur l'US Open 2023, vous avez le lien dans la description. Première inscription jusqu'à 100 € de free bet sur Winamax. Et puis un dernier mot, mais vraiment très important avant de conclure ce volet sponsor, c'est que les paris sportifs sont exclusivement réservés aux adultes. Vous ne pouvez jouer que si vous avez 18 ans et plus, c'est super important. Allez, on revient sur le cœur de la vidéo et vous l'avez vu, le favori, alors pas grand favori parce que Carlitos est juste derrière, c'est Novak Djokovic. 39 victoires, 5 défaites en 2023, titré à Adélaïde, à l'Open d'Australie, à Roland Garros, à Cincinnati la semaine dernière, incroyable ce match, on va en reparler. Finale à Wimbledon également, finale mythique face à Carlos Alcaraz. Que dire de Novak, si ce n'est que c'est toujours le patron du circuit à 36 ans bien tassé. Et ça déjà rien que de le dire, c'est incroyable. Être le patron à cet âge, patron contesté quand même, troublé par l'ascension irrémédiable, irrésistible de Carlos Alcaraz, eh bien c'est énorme. C'est énorme ce qu'il arrive à faire au niveau tennistique, au niveau de l'évolution de son jeu, j'allais dire année après année, mais même mois après mois. Ce gars, il faut le dire, c'est un crack absolu, c'est une inspiration, et justement, il y a un lien entre lui et Carlitos. Alors, patron absolu parce que on l'a vu encore une fois à Cincinnati, pourquoi il se bat comme ça, pourquoi il s'arrache comme ça, pourquoi à la fin il dit c'est l'un des matchs les plus difficiles de ma carrière. Mec, t'as tout gagné, t'as remporté 23 grands chelems, reste à la maison, tranquille, avec tes enfants, avec Serdiane, voilà, tranquille, y a pas besoin de s'énerver. Bah si, lui, il a ça, il a ce feu intérieur, il veut rester vraiment le boss, et on l'a vu, il a voulu conserver sa mainmise et son aura légendaire sur ce match. C'était très important pour lui de remettre les pendules à l'heure, de dire à Carlos, ok, un jour, toi, tu seras le meilleur du monde, incontesté, tu vas enchaîner les grands chelems, mais moi, je suis encore là, et je vais te bloquer le maximum que je peux. Alors, c'était simplement un match en 2-7 gagnants, c'était un Masters 1000, mais c'est un match quand même, je pense, qui est très important dans l'équilibre global et dans leur rivalité. Il faut le dire aussi, ce qu'il a sorti à Cincinnati, c'est une performance phénoménale. C'est une lettre d'amour au tennis, je trouve, de se dépouiller autant pour un Masters 1000. Il a 39 titres désormais dans la catégorie, c'est le recordman, l'un de ses nombreux records d'importance du côté de Novak Djokovic. Donc voilà, on a un gars qui se bat à un âge canonique, et je trouve ça assez incroyable, et comme je le disais, galvanisé par la rivalité entre lui-même et Carlos Alcaraz, c'est une bénédiction pour eux, je trouve, à leur stade de leur carrière, parce que déjà pour Novak, ça donne du crédit, ça donne du peps, ça donne du poids à ce qu'il est en train de réaliser sur la fin de sa carrière, parce que là on était clairement dans une ère faible. On est en fait encore un peu dans une ère faible, même si on est plutôt en train d'évoluer, de naviguer vers une ère de transition, surtout voyant le loustic qui est en train d'arriver en la personne de Carlitos. Il y a d'autres joueurs aussi, bien sûr, faut pas être trop dans la culture de l'instant, mais voilà, on a deux joueurs qui sont largement au-dessus des autres, et je trouve aussi que c'est une chance pour le tennis, parce que leur rivalité attire un nouveau public, conserve les anciens, et on se rend compte également que, on peut comparer la finale de Toronto et celle de Cincinnati. La finale de Cincinnati entre Novak et Carlitos, elle a attiré un monde fou, elle a attiré les passionnés de sport d'une manière générale. Et ça, je pense que c'est le seul match actuellement qui est capable de produire ça. C'est peut-être un petit peu cruel de le dire comme ça, mais bon, je vous dis ce que je pense. Je pense que c'est les deux seuls gars qui sont vraiment
capable de remettre le tennis au devant de la scène comme a pu le faire le Big Four. Alors Novak était déjà membre du Big Four, donc c'est assez ironique, mais voilà, pour moi c'est vraiment les deux gars qui sortent du lot très clairement. On l'a vu d'ailleurs avec l'ATP, hein, je sais pas si vous avez regardé leur publication sur la chaîne ATP, ils ont poncé le match comme jaja, j'ai envie de dire, avec je sais pas au moins 15 vidéos sur la finale, les meilleurs moments, les bloopers, tout ce que vous voulez, c'était assez incroyable. On revient plus en précision sur Novak. Alors, une maîtrise absolue de toutes les composantes du jeu, ça on l'a encore vu récemment, tactique, technique, périphérique, il est absolument prêt à tout pour gagner, ça aussi c'est quelque chose je pense qui cristallise une certaine partie des critiques de la part des gens qui peuvent adorer Novak, mais qui le voient aussi. Il y a certains adorateurs qui ne voient rien, et l'amour rend aveugle, hein, c'est bien connu. Mais on voit ça, cette manière de casser le rythme, de sortir pendant longtemps, les medical time-out, etc. Il n'a pas peur d'utiliser ça, et on voit, il y a une espèce de porosité entre ce comportement-là et la nouvelle génération. On le voit par exemple avec Holger Rune. Carlos Alcaraz n'a pas encore vraiment affaire à ces artifices, et peut-être d'ailleurs qu'il devrait essayer de les tenter, on va en reparler de ça aussi. Donc on a un mélange de sentiments de revanche avec ce qui s'est passé à Wimbledon, et d'un autre côté, clairement rassuré par ce qui s'est passé à Cincinnati. Et pour toutes ces raisons évoquées, à mon sens, Novak Djokovic est légèrement favori, un chouïa devant Carlitos. Au niveau de la relation entre l'US Open et Novak Djokovic, elle est particulièrement intéressante. Il a 3 titres, vous le savez, à New York, 6 finales perdues, donc en fait la moitié de ses finales perdues en Grand Chelem, parce qu'il en a perdu 12, c'est à New York. Alors c'est assez incroyable, comment l'expliquer, comment voilà, essayer de trouver une réponse à ça, c'est assez étrange. Alors, il y a déjà un point qui est important, c'est que le toit existe depuis 2016 sur le court principal, et lui, il était un petit peu gêné par le vent avant ça, hein. Il y a eu des matchs où on l'a vu, on l'a senti grippé dans ces conditions-là. C'est un joueur qui déteste le vent, la petite pluie. On peut le voir particulièrement à Monte-Carlo à chaque saison. Et puis aussi, fin août, début septembre, c'est une période qui est très humide, moite à New York. Et ça, encore une fois, ce ne sont pas des conditions qui sont rêvées pour lui. Les matchs arrivent parfois aussi dans des cas de figure très spécifiques. Le dernier, c'était en 2021 face à Daniil. Il chassait le Grand Chelem calendaire et puis c'était un peu perdu en allant faire les Jeux Olympiques à Tokyo. C'est d'ailleurs ce qui avait créé la scission entre lui et son coach historique, Marián Vajda. L'idée donc pour Djokovic, c'est que son physique est plus exposé sur ce tournoi que aucun autre tournoi du Grand Chelem. Je dirais, allez, à égalité peut-être avec Roland Garros, parce que les conditions avant le toit, pareil, hein, le vent, on se souvient du match contre Dominic Thiem en demi-finale, la petite pluie, difficile pour lui, la lourdeur de la terre battue, avec son gabarit qui a longtemps été filiforme du côté de Novak, donc il va chercher, comme toujours, sur ces formats en 3-7 gagnants sur 2 semaines, à lisser son effort pour arriver le plus frais possible en finale. Deuxième joueur de cette vidéo, c'est bien entendu Richard Alcaraz. Carlos Alcaraz, 55 victoires, 6 défaites en 2023, titré à Buenos Aires, à Indian Wells, à Barcelone, à Madrid, au Queens et à Wimbledon il y a quelques semaines. Ce match, évidemment, qui est encore dans toutes les mémoires, impliqué Carlitos dans les 3 meilleurs matchs de la saison. Ça veut tout dire quand même sur sa popularité, et ça explique pourquoi il est si aimé par une grande partie des fans de tennis. La finale de Wimbledon, le meilleur match de la saison. La finale de Cincinnati, le 2e meilleur match de la saison. Et puis la demi-finale de Miami également contre Sinner, qui avait été un match absolument sensationnel. Alors, Alcaraz, c'est quoi? C'est un joueur fou, c'est un talent inouï, c'est une machine à highlights, à plaisir, une bénédiction pour le tennis. Et puis il y a aussi quelque chose à noter, c'est qu'il a remporté Wimbledon. À Roland Garros, on sent qu'il est en train de naviguer autour d'une victoire. Bon, il faudra peut-être solutionner la question physique et la question de la nervosité la saison prochaine. Mais il arrive à jouer partout, d'une manière exceptionnelle. Dur, terre battue, gazon, déjà à son âge. C'est proprement sidérant. Donc on a un QI tennis qui crève le plafond, un panel technique et tactique qui est sensationnel. Et puis, il y a aussi ce team, cette équipe autour de lui, avec Juan Carlos Ferrero en tête, qui lui donne beaucoup de consignes, ce qui peut et ce qui doit d'ailleurs agacer, je trouve. Hein. C'est beaucoup trop. Ces mots, recule-toi, avance-toi sur la 2e balle, trop de mots. Après voilà, c'est légalisé depuis mi-juillet 2022, on peut rien y faire, c'est le sens de l'histoire, mais moi, vous le savez, depuis le début de la mise en place de cette règle, je suis absolument contre. Je trouve que c'est une négation de ce qu'est le tennis, de ce que doit être le tennis, c'est-à-dire trouver des solutions par soi-même. C'est ça la clé, c'est ça vraiment qui est important à mon sens.
dans le tennis. Alcaraz, du coup, un tennis ultra généreux, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, et c'est ça l'idée que je voudrais pointer par rapport à ce match à Cincinnati, c'est que un peu trop gentil parfois, quoi. Surtout entre le deuxième et le troisième set, on a vu, il voulait peut-être un peu s'agacer de cette deuxième sortie de Novak, et puis il l'a pas fait. Il l'a pas fait parce qu'on sent un respect, peut-être pas une forme d'allégeance, je pense pas qu'on soit dans ce niveau-là, mais évidemment, il considère Djokovic comme l'immense légende qu'il est. Je pense qu'il faut peut-être amener un tout petit peu plus de méchanceté, pas de vice. Ce sera dommage de gâcher un joueur aussi solaire que ça, mais voilà, il y a le tennis, il y a le court, mais il y a aussi les éléments périphériques, il faut savoir les gérer. Ce qu'on a vu également depuis Wimbledon, à Toronto, hein, surtout, c'était très prégnant, c'est qu'il a donné la sensation d'être un petit peu bouilli au niveau physique et au niveau nerveux, au niveau psychologique. Même à Cincy, hein, son parcours il est très difficile, et puis tout d'un coup, le gars en finale, il revient, il pond un classique face à Novak Djokovic, quelque chose d'assez insensé, parce qu'on pouvait supposer qu'il serait très fatigué, vu son parcours, vu sa balle de match sauvée face à Hurkacz. Eh bien non, hein, il a su rivaliser physiquement avec Novak, même si sur la fin on a senti Novak, le couteau entre les dents, qui petit à petit, pourcentage après pourcentage, était en train de prendre le dessus au niveau physique sur Alcaraz. Carlitos, jamais vraiment à l'abri d'un pépin physique. L'US Open, c'est un tournoi qui est très exigeant à tous les niveaux. On en a parlé évidemment il y a quelques minutes par rapport à Novak Djokovic. Et puis on peut le dire aussi, sur cette finale de Cincinnati, il a peut-être laissé filer l'opportunité d'enfoncer encore Novak. De lui dire, bon, t'as été fort, t'as remporté 23 grands chelems, mais le trompe pas maintenant, c'est Bibi, c'est plus toi. Eh bien non, c'est pas un message qui est passé du tout. Donc, d'une manière positive, on peut aussi se dire, il n'aura pas la pancarte à l'US Open, c'est pas lui le grand favori, c'est même peut-être, à mon sens, pas le favori de l'US Open, on va dire favori bis, un poil en dessous Djokovic. Troisième joueur, mes bébous des îles, Daniil Medvedev, 49 victoires, 11 défaites cette saison, titré à Rotterdam, à Doha, à Dubaï, à Miami et à Rome. Sympa quand même la petite saison de Daniil, 5 titres, 2 Masters 1000, on est yimbe, on est pas mal quand même, détente. Voilà, ça se passe bien, un début de saison exceptionnel donc de Medvedev, surtout après sa défaite face à Corda à l'Open Australie. Il a su se remobiliser vite après ça, solder ce qui s'était passé la saison précédente, donc vraiment très impressionnant. Il a réussi à étirer cet état de forme jusqu'au gazon, donc franchement, chapeau, Valov. Troisième homme de la saison, très clairement, devant le reste. Mais derrière les deux joueurs qu'on a bien développés déjà dans cette vidéo, donc il est un peu en chasse-patate, Medvedev. Vous savez, en cyclisme, le gars qui est entre le peloton et les deux échappés, t'essayes de récupérer, tu sais pas trop. Donc on a aussi, par rapport à Daniil, un historique qui est fabuleux. À l'US Open, je pense qu'il y a pas mal d'entre vous qui l'ont découvert vraiment à l'US Open en 2019. Il avait déjà fait un très grand été au préalable, il y a la finale à Washington face à Kyrgios qui est un match génial sur cet ATP 500. Il montait déjà en gamme en 2018, début 2019, mais là c'est vraiment l'été qu'il a consacré comme un joueur très très sérieux, et puis son match contre Nadal en finale de l'US Open, génial, il est mené 2-7-0 et puis il va revenir dans le combat, et c'est là qu'on a senti que c'était un joueur différent, Daniil. Par ailleurs, son seul titre en Grand Chelem à l'heure actuelle, eh bien c'est l'US Open 2021, le saumon, le petit saumon, là, le plongeon étonnant face à Novak Djokovic. Novak qui était là pour le Grand Chelem calendaire, qui avait dit après sa victoire contre Zverev en demi-finale, I'm all in, je mets tout sur la table. Ah ouais, il a mis tout sur la table, il a mis aussi des larmes très sincères, d'après l'équipe. Donc on a ça. Alors, si on rentre vraiment dans l'analyse technique désormais, je trouve que son service a perdu, vraiment, depuis 2021, ça s'était vu dans les stats, on en avait parlé déjà en fin de saison dernière, entre 2021 et 2022, et là désormais ça s'exprime dans un compartiment très précis, ce sont sur les balles de break. Quand il a des balles de break à défendre, des balles de 7, les moments vraiment chauds, il a tendance à faire des doubles, il a fait beaucoup de doubles ces dernières semaines, on sent qu'il y a une porosité, on sent qu'il y a une fragilité de son côté à ce niveau-là, c'est pas anodin, c'est, je pense, à la fois, ça a trait à j'imagine, quelque chose de psychologique un peu, un petit blocage, aussi au niveau mental que ça se passe, mais aussi au niveau de la réalisation, parce qu'à une certaine époque, le gars, balle de break, deuxième balle, il t'envoyait un ace, il n'y avait aucun souci, donc ouais, je trouve qu'il a régressé. Alors on a appris via l'équipe qu'il travaillait sur ce secteur de jeu précisément à New York, là, avec Cervara, ils sont à l'entraînement, ils sont en train de travailler le service, donc
Ils ont compris que c'était un mal important. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a perdu son match contre Zverev à Cincinnati, hein, c'est pas pour une autre raison. Donc on a ça qui est très important. Et puis on a également un joueur qui peut avoir tendance, je trouve, à tilt trop facilement. Hein. Sa relation avec le public, elle est pas assainie du tout. Il avait expliqué après l'Open Australie, face à Nadal, hein, sa défaite en finale, le petit enfant à l'intérieur de moi est brisé, maintenant je vais jouer que pour ma pomme. Et on voit hein, sur certains de ces matchs, il est très tendu par rapport au public, dès que le public commence à siffler, machin, il s'énerve. Et là, moi j'ai peur d'un truc, hein, c'est que les gars à Flushing Meadows, ils sont bouillants hein, dans le public, c'est des malades, hein, donc franchement, je pense qu'on risque de voir des prises de bec entre lui et le public, et il n'a pas toujours cette capacité à tourner ça d'une manière positive. Alors attention à ça. Au niveau physique, Daniil évidemment un style marathonien, alors c'est très difficile forcément hein, de tenir ce niveau de jeu sur 6, 7, 8, 9 mois, parce qu'il court beaucoup, parce qu'il relance de très loin. On peut aussi se dire que le fait d'avoir perdu tôt à Toronto et à Cincinnati, ça lui a peut-être permis de se reposer. Bon, ça, ce sera un élément à prendre en compte. Et le dernier point, c'est que il a un tennis qui commence à être très lisible. Et ça fait un moment, hein. C'est Kyrgios qui avait mis ça en place, Novak aussi, les services volés sur deuxième, service kické, hein, évidemment, les services volés sur deuxième, tu fais un gros kick. Daniil, qui est très loin, était déjà collé au câble, alors que lui est en train de te renvoyer la balle. Donc ça, c'est un tennis qui est lisible, et du coup, on a certains joueurs qui ont ce talent, qui ont cette faculté, comme Carlos Alcaraz par exemple, de complètement désamorcer ça, et on l'avait vu, hein, il a pris une sauce en demi-finale de Wimbledon. Quatrième favori de l'US Open 2023, c'est Jannik Sinner, 41 victoires, 11 défaites, titré à Montpellier et à Toronto il y a 2 semaines désormais, finale à Miami et à Rotterdam également, battu par Daniil Medvedev, l'un des très rares joueurs, hein, il faut le dire tout de suite, à faire mal à Alcaraz avec son tennis punitif, explosif, fait de saucisses nucléaires explosives. Alors, il sort d'une demi-finale à Wimbledon. Certes, il a battu au mieux un 79e mondial, donc c'est pas non plus un parcours qui a une grande signification. Il faut mettre une petite temporisation par rapport à tout ça. Une victoire également à Toronto en optimisant, il faut le dire aussi, un tableau largement à sa portée. Nonobstant, ça reste une première victoire en Masters 1000 et on a vu à quel point ça l'avait touché. Très heureux bien sûr de scorer enfin dans cette catégorie. Mais voilà, je trouve quand même qu'il a besoin, ce joueur, d'une grande victoire, d'une très grande victoire sur le format en 3-7 gagnant. Il avait failli l'accrocher à Wimbledon en 2022 justement face à Novak Djokovic, il avait mené 2-7-0, mais il n'a pas réussi à mettre le couvercle. Par contre on a vu, et ça c'est vraiment un des grands problèmes chez Sinner, c'est que il a pas vraiment une grande caisse quoi. Très vite bouilli face à Lajovic à Cincinnati, alors qu'il a disputé que 4 matchs à Toronto pour gagner le tournoi, et c'était pas un tournoi très physique. Donc nerveusement, je pense qu'il s'est épuisé à Toronto, et il a tout de suite payé à Cincinnati. Difficulté à enchaîner, et vraiment il donne pas cette impression irrésistible de pouvoir mettre bout à bout ces fameux 7 matchs en 3-7 gagnants, en grand chelem, sur 2 semaines, parce que ça demande de la concentration, parce que ça demande de la densité mentale, physique. Il me donne pas cette impression-là, et il me fait penser à certains égards à Holger Rune, dans cette incapacité à mettre bout à bout tout ça. Alors c'est normal, hein, ce sont encore des joueurs très jeunes, et puis un dernier point d'importance, ce sont ses limites techniques, qui sont en plus difficiles à corriger à l'intérieur d'une saison, donc on sait qu'il travaille beaucoup, et il n'hésite pas parfois à changer drastiquement ses techniques. On l'avait vu avec son service, hein. Ça se voit pas à la caméra, hein, mais je pense qu'il fait 56 degrés Celsius, je suis en train de fondre, je suis en train de me liquéfier, c'est un truc de zinzin. Alors, dernier joueur de cette vidéo, mais pas véritablement un favori, hein, plutôt un outsider distant, faudrait un certain concours de circonstances hein, pour que Alexander Zverev aille au bout. On va aller très vite hein, sur le Z, 39 victoires, 20 défaites cette saison, demi-finale à Roland-Garros et à Cincinnati, titré à Hambourg, et je trouve qu'il joue plutôt pas mal ces dernières semaines. Titre à Hambourg, on l'a mentionné, et même à Cincinnati, hein, des victoires de qualité. Alors il va profiter d'un choke de Medvedev, on en a parlé avec son service, mais sinon un niveau de jeu très sérieux et très solide j'ai trouvé face à Djokovic, même si ça peut faire 6-4, 6-4. Roland-Garros a vraiment agi comme un tournant hein, chez le Z, avec le sauvetage de ses points par rapport à sa demi-finale en 2022, et désormais il va pouvoir avancer à l'US Open et sur la fin de la saison
sans pression. Et on sait ce joueur, hein, y a des joueurs qui boivent la pression, mais lui, oh là là, qu'est-ce qu'il a subi, hein, c'est dur, c'est pas évident, la pression pour Alexander Zverev, qui est toujours capable du meilleur comme du pire, au sein d'un tournoi, au sein d'un match, au sein d'un point. Il y a ce diabète aussi, hein, qui peut expliquer en partie des performances très sinusoïdales dans ces tournois. Ça reste le Z, ça reste The Z Experience. Je vous montre le tableau de l'US Open 2023 comme promis. Si vous avez aimé cette vidéo avant ça, n'hésitez pas à la pousser, à la soutenir, à commenter, à vous abonner également. On sera là tous les jours de la quinzaine, ou presque, pour couvrir l'US Open tous les jours vers midi, hein, ça va être incroyable, donc ne manquez pas ça, ça va être banger sur banger. Alors on va commencer déjà par Tsitsipas. Oh, le pauvre. Alors il prend Raonic au premier tour, regardez, hein. Raonic, il y aura Popyrin dans le secteur, il y aura Eubanks, il y a que des dingueries, il y a Fritz, il y a Auger-Aliassime, il y a Djokovic surtout. Donc il est, je rigole, hein, mais Stefanos, là, va falloir envoyer un énorme tournoi pour avancer, pour passer des tours. Ça va être, je pense, sympathique à suivre. On a Ruud, hein, du coup, dans cette partie basse du tableau. Novak qui était tout en bas. Alors, on va pas se mentir, hein, Novak, je trouve, partie la plus simple. Entre les deux, j'ai regardé rapidement, je regarderai plus en détail après l'enregistrement de cette vidéo. On peut continuer également à échanger, hein, vous me donnez votre avis dans les commentaires. Et puis on se retrouve dans la partie duo avec donc Carlos Alcaraz. En bas, nous avons Andrei Rublev. Il y a Ubi aussi dans le secteur en bas, on le voit. Et on a l'écart projeté sur cette US Open, et vous le voyez, hein, Alcaraz qui aura Sinner ou Zverev en quart de finale, donc je trouve que c'est lui, hein, qui a, entre lui et Djokovic, qui a le tableau le plus difficile. On a Medvedev, Rublev également dans cette partie, hein, donc je trouve qu'Alcaraz concentre les joueurs les plus sérieux, les outsiders crédibles, et puis en bas nous avons Ruud, Rune potentiellement en quart de finale, ça va être sympa aussi à regarder, et Tsitsipas, Djokovic si Stefanos arrive en quart. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve donc lundi à 11 h sur le mag sans filet. Et pour le premier digest, mardi à midi, on va se régaler les amis. Tellement hâte à tout ça. Dernier grand chelem de la saison, donc forcément ça va être un tournoi gigantesque, de nuit. Voilà, il va y avoir de l'intensité, il va y avoir, je pense, beaucoup de plaisir à regarder tout ça. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent week-end.